La valise diplomatique, votre nouvelle émission consacrée à l'actualité internationale, tous les mercredis de 15h à 16h sur iRadio 90.3. Animée par Bokar Alpha-Khan, la valise diplomatique décrypte les enjeux de l'actualité avec des commentaires et analyses en compagnie d'experts et de personnalités de haut niveau. La valise diplomatique, l'émission qui décode l'actualité tous les mercredis de 15h à 16h sur iRadio, la radio qui irradie. La valise diplomatique avec Bokar Alpha-Khan. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur iRadio 90.3 à Dakar. Merci d'écouter la valise diplomatique. Je suis Bokar Alpha-Khan. Le 23 mars dernier, le village d'Ogo Sagou, situé dans le centre du Mali, dans la région de Mopti, a été attaqué par des hommes en armes. Bilan, 160 morts, tous appartenant à la communauté Peul. Ce massacre a attiré l'attention sur des violences dans cette partie du Mali, en proie depuis 2012 à des tensions aux causes multiples, djihadisme, banditisme, accès aux ressources naturelles sur fond de faillite de l'État. Aujourd'hui, les milices prolifèrent, d'autant que l'appareil sécuritaire de la République du Mali n'est pas en mesure d'assurer la sécurité des populations, de maintenir l'ordre et de rendre justice. Suite donc à cette attaque d'Ogo Sagou, certains ont vite fait de considérer cette tragédie comme un génocide des Peuls, planifié et mis en œuvre par des forces obscures. Pour le président Ibeka, qui s'est rendu sur les lieux, le Mali est en guerre et pour la mener, un nouveau commandement a été installé à la tête des armées et la milice Dogon d'Anna Amasagou dissoute. Pour parler de la situation au Mali, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Fari Silatka. Professeur, bonjour. Bonjour, M. Khan. Merci d'avoir accepté notre invitation dans un contexte difficile avec la tragédie dont je viens de parler. Professeur Fari Silatka, vous êtes linguiste, enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, où vous avez été le chef du laboratoire de linguistique de l'IFAN. Vous êtes aussi président de l'Académie sénégalaise des langues nationales et président de la commission Fulfulde, langue transfrontalière véhiculaire de l'Académie africaine des langues, une institution scientifique spécialisée de l'Union africaine. Enfin, vous êtes le président de l'association Tabital Poulakou Sénégal et vice-président de Tabital Poulakou International. Alors, professeur Fari Silatka, les attaques contre les Peuls ne datent pas d'aujourd'hui. La dernière a fait 160 morts le 23 mars dernier, je viens de le rappeler. J'ai envie de vous demander pourquoi les Peuls sont-ils la cible de ces attaques répétées au Mali? D'abord, je vous remercie, M. Khan, de m'avoir invité aujourd'hui dans votre émission. Et je voudrais vous demander la permission de profiter de votre antenne pour d'abord présenter toutes nos condoléances au nom de Tabital Poulakou Sénégal et de Tabital Poulakou International à toutes les familles des victimes au Mali, de Ogo Sagou. En réalité, la crise malienne est une crise multiforme qui ne touche pas que les Peuls. Mais il se trouve que malheureusement, les Peuls ont été indexés dans cette crise multiforme en tant qu'ethnie, en tant que communauté. Et c'est ça le début du drame. Est-ce dû à des rancunes anciennes? Est-ce dû à une velléité de destruction ou de génocide pour récupérer les terres? Vous savez bien que les terres du Masna sont des terres fertiles, oui, avec les bourguitières et tout, c'est peut-être les meilleures terres du Mali. Est-ce aussi pour des raisons de géopolitique mondiale que nous ne contrôlons pas? Mais ce que nous constatons avec beaucoup de regret, c'est que, d'abord de façon générale, au Sahel, il apparaît de plus en plus que les Peuls sont ciblés. Et ce n'est pas la première fois. On a parlé de complot Peul sous sécurité ici. Tout le monde est au courant. On a vu ce qui s'est passé à un certain moment dans des pays voisins, comme la Mauritanie. En Guinée, sous le Dadis Camara, on sait ce qui s'est passé. Et nous partageons avec vous les mêmes questionnements. Et au Mali aussi, c'est les Fulbe en tant qu'ethnie qui sont ciblés. Maintenant, ce qu'on a constaté, c'est que dans cette crise du Mali, qui a commencé, comme vous le savez bien, avec la destruction de la Libye. Moi, j'appelle ça une destruction. Sous le président français de l'époque, Nicolas Sarkozy. Oui, Nicolas Sarkozy et son homologue Tony Blair. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Et ce pied dans la fourmilière libyenne
a induit une situation d'une gravité extrême pour le Sahel. Je ne vais pas aller dans ces détails-là, mais c'est là que commençait le drame malien. Parce que vous vous souvenez bien qu'avec le mouvement, le MNLA, au nord, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de morts, beaucoup de djihadisme, beaucoup d'actes barbares, sauvages même. Et n'eût été à l'époque l'intervention de François Hollande qui est allé installer l'armée française sur place, le MLA était déjà à Sévaré. Si vous connaissez bien la géographie du Mali, oui. Sévaré, c'est à côté de Mopti et c'est presque le centre du pays oui. Du Mali. C'est ça. Les peuples vivent là-bas en paix depuis toujours avec les Bozo qui sont l'équivalent de nos Tchoubalou, avec les Bobos qui sont avec les Tamaches, enfin il y a plein de communautés, oui. Les Dogons. Mais qu'est-ce qui fait que justement à partir d'un moment donné, on dit toujours que c'est à partir de 2012 que les choses ont commencé à dégénérer. Oui. Qu'est-ce qui fait que des populations qui vivaient en harmonie et de façon pacifique, même s'il y avait des problèmes, il y avait des mécanismes pour les régler, oui. Mais qu'est-ce qui fait qu'on atteint quand même ces sommets en matière de violence? Mais c'est justement ce qui nous étonne aussi, mais nous on a un point de vue sur la question. C'est que vous vous souvenez que quand les gens sont venus, le MNLA est venu jusque vers Sévaré, oui. Au moment de l'intervention française, les Peuls, certains d'entre eux, ils sont mis à attaquer les Peuls aussi. Le mouvement Touareg. Et certains Peuls sont allés trouver refuge, pour ainsi dire, entre guillemets, au niveau du Moujao, le oui. Mouvement pour l'unité du djihadisme et en Afrique de l'Ouest. C'est ça le début du mal. Alors maintenant, après cela, ça c'était en 2012, on a eu beaucoup de mouvements, de tueries, d'arrestations, etc., etc. Mais les Peuls eux-mêmes sont impliqués dans cette affaire. Ils sont impliqués. Oui, ils sont impliqués. Il y a des mouvements qui sont quand même d'obédience Peul, ou en tout cas il y avait beaucoup de membres de la communauté Peul qui étaient dans ces mouvements-là. Je pense à Amadou Nkoufa et son... Oui, on va y arriver. Oui, les Peuls, certains sont allés dans le djihadisme, mais ceux qui sont en train de tuer les Peuls n'ont jamais combattu les djihadistes. Parce que les djihadistes sont armés. Oui. Tout le monde sait qu'ils sont armés. Ils ont des Kalachnikov et des AK-47, comme les Dozo. Ils ne vont jamais attaquer les gens qui ont des armes. Ils attaquent les Peuls qui sont désarmés et civils, non armés. C'est ça le drame. Maintenant, pourquoi ça? C'est ça. Pour nous, c'est une volonté de génocide pour que les Peuls quittent le Massina. Je l'ai dit dans une déclaration quand on faisait notre conférence de presse en juillet, le 19 juillet, ici, au Grand Théâtre. Et nous avons des preuves. Nous avons tous les documents ici. Parce que ça ne se comprend pas. Quand on lutte contre le djihadisme, on ne peut pas d'abord indexer une ethnie dans un pays multi-ethnique comme tous les pays africains d'ailleurs, et indexer une ethnie sur le plan communautaire et dire que cette ethnie-là est une ethnie terroriste ou djihadiste. Alors, au-delà du djihadisme, on va en reparler. Il y a quand même d'autres facteurs liés, le foncier, l'accès à l'eau, les terres agraires, etc. Donc, il y a un certain nombre de facteurs. Mais pourquoi on veut chasser les Peuls justement de ces terres-là? Mais justement ça, il faut le demander à ceux qui veut les chasser surtout? Oui, bon, on va y arriver. Il faut savoir d'abord qui veut les chasser. Oui. Et pourquoi? Oui. On va y réfléchir ensemble. Parce que les Peuls occupent les terres du Massina, dans tout le Kunari, le Séno, etc. Et ça fait longtemps qu'ils sont là-bas. Ça fait longtemps, depuis le 14e siècle au moins. Voilà, c'est ça. Ils ont trouvé là-bas les Dogons et les Bozo, qui sont des pêcheurs comme les Tchoubalou. Ah. Et ils ont toujours vécu de façon complémentaire, économiquement, avec certains petits conflits, non pas fonciers, mais entre éleveurs et agriculteurs, oui. Et que les mécanismes africains traditionnels de gestion de conflits permettaient de résoudre. Oui. Mais, à la faveur de cette crise multiforme dont j'ai parlé, tout fait penser qu'en réalité, ce terrorisme contre les peuples, parce que vous vous souvenez qu'au début, quand on les tuait, même les forces armées maliennes, je le dis si vous aux ondes, ont eu à tuer les peuples. Même des gens du groupe G5 Sahel, en disant que c'est des djihadistes. Et c'est ça le drame. Parce que dès l'instant qu'on a dit que l'ethnie entière est terroriste,
Mais qui a dit ça? Qui a dit que l'ethnie entière est terroriste? C'est ça le souci. C'est les Français. Éventuellement, si le G5, dans ses opérations, a tué un certain nombre de Peuls, ils ne les ont pas tués parce qu'ils sont Peuls. Ou bien c'est ce que vous nous dites? Ils les ont tués parce qu'ils sont Peuls. C'est clair pour tout le monde. Parce que quand TV5 disait déjà il y a 5 ans que les Peuls constituent la 4e force terroriste du monde, nous l'avons dénoncé et nous avons dit que les Français ont des terroristes, ont des djihadistes qui sont déplacés en masse en Iran et en Irak. Pourquoi on ne traite pas tous les Français de terroristes? Parce que vous voyez la dangerosité de la chose. Quand on dit que cette ethnie-là est djihadiste, mais il n'y a pas d'exception. Donc il faut la liquider, il faut la balayer, il faut l'enlever d'ici. Donc vous êtes en croisade contre la généralisation qui veut que les Peuls sont des djihadistes et des terroristes. Volontaire. La stigmatisation. Je pèse mes mots. Volontaire. C'est programmé. Il y a la responsabilité pleine et entière de l'État malien qui s'est absenté de cette zone-là. Depuis Sogou jusqu'à Tombouctou, au nord, à Gao, partout, le gouvernement était absent. Vous avez vu comment se sont comportés l'armée malienne au début? Quand ils faisaient des entraînements, ils n'avaient même pas de munitions. Ils sont partis. Et le MLRA est venu jusqu'à Sévaré. Il a fallu l'intervention de la France pour que ça s'arrête. Et maintenant, ces peuples-là, ils ont des terres, ils ont des animaux, ils ont des richesses. Quand les premiers assassinats, les premières tueries ciblées, que j'appelle ethno-ciblées, ont commencé, ce que faisaient les Dozo. Et entre parenthèses, les Dozo, il n'y a pas que les Dogons. Ça aussi, il faut démystifier ça. Il y a des Bambara. Il y a des gens qui sont venus de Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont venus d'ailleurs. Il y a des bandits. Les Dogons ne sont pas nombreux. Mais ils sont là-bas. Il y a Dan Amasago que l'on connaît bien. Oui. Mais il n'y a pas que eux. Parce que ceux qui s'habillent en tenue d'ozo, tenue de chasseur, oui. C'est des chasseurs traditionnels, soi-disant maliens Bambara. Mais c'est tout le monde. Tous ceux qui veulent tuer des peuples, il suffit que, même toi, si tu voulais aujourd'hui, tu prends la tenue, tu vas tuer, tu as tué des terroristes. Donc vous n'écartez pas la thèse que des voyous ou des délinquants se soient habillés en Dogon pour aller commettre ces exactions? Nous n'écartons pas ça. Parce que les Dogons eux-mêmes ont dit qu'ils n'avaient rien à voir avec ce massacre. Mais non, ce massacre, ce dernier massacre-là, qui a ému tout le monde, oui. Alors que le monde aurait dû s'émouvoir depuis 8 ans. Et on l'a dénoncé, le silence de la communauté internationale, le silence de l'Union africaine, le silence de la CEDEAO, le silence des chefs d'État africains. On l'a dit ici au Grand Théâtre, on l'a dit partout dans le monde. On a dit pourquoi. Et j'ai dit moi-même, en tant que président de Capital Blog national et vice-président de Capital Blog international, lors de la conférence de presse, j'ai dit, nous avons une logique. Nous disons que qui ne dit rien consent, jusqu'à preuve du contraire. Alors, ceux qui s'habillent en dozo pour tuer les peuples, mais il y a 2 poids 2 mesures. Puisque eux, ils sont armés d'AK-47 et de Kalachnikov et des armes de guerre. Qui leur a donné ces armes de guerre? Ils ont plus de 46 camps dans la zone que tout le monde connaît. Les GPS satellitaires là, voient les camps, ils voient même une aiguille par terre. Ils savent où tous les camps. Depuis bientôt 5 ans. Parce que les choses ont empiré à partir de 2015. Il faut quand même reconnaître justement, comme vous le dites, à partir de 2012-2015, il y a eu une prolifération de milices et de groupes d'autodéfense, justement parce que l'État n'arrivait plus à assumer la sécurité des populations. Même les Peuls ont des milices d'autodéfense. Mais c'est ce que je dis. Donc du coup, chacun s'est mis à créer sa propre milice. Et donc du coup, pour revendiquer ou pour se protéger et protéger ses ressources et sa vie tout court, ça peut dégénérer à tout moment. Oui, je sais, mais c'est que si chacun crée sa milice, il faut aller se battre contre les milices, ça c'est un. Ce qui n'est pas le cas. Pourquoi attaquer les villages Peuls tranquilles qui sont désarmés? Deuxièmement, on a reconnu, mais le chef de l'État du Mali a reçu 2 fois dans Amasago. Ils sont venus parader à Bamako, au vu aussi de tout le monde, et ils ont des papiers très clairs. Est-ce qu'on a reconnu les milices Peuls? Personne n'a reconnu aucune milice Peuls. Et les Peuls sont interdits de moto. Donc pour vous, le fait de recevoir la milice Dogon, Dana Amasago, c'est une façon de les reconnaître? Non, bien sûr. Pourquoi ils sont dissous maintenant? Parce que c'est l'État qui leur avait donné le récépissé. Moi, je n'ai rien contre les Dogon. Moi, là où je parle, nous, à Capital Blog, nous parlons pour les intérêts de l'Afrique. Nous voulons que le Mali soit sauvé de cette crise-là. Mais pourtant, professeur,
l'année dernière, il y a eu des négociations au mois de septembre entre les Dogons, les Peuls et tout ça. Des accords ont été signés. Même si le chef de la milice Dana Amasego, Toloba, expliquait que ces accords ne pouvaient pas être appliqués parce qu'ils n'impliquaient pas les groupes armés et que seuls les chefs de village étaient impliqués. C'est un problème. Parce que les groupes armés étaient exclus justement de ces négociations-là. Oui, mais ça aussi, c'était un problème parce que quand Toloba le disait, pourtant ce sont ses représentants qui étaient dans les négociations. Oui, il avait un représentant, en effet. Oui, il y a même des gens qui... C'était assez varié en plus. Oui, parmi des Peuls qui ont dit que nous aussi, on ne nous a pas intégrés là-dedans et tout ça. Mais en réalité, tout ça, il faut aller au fond des choses. La question qu'on se pose, c'est pourquoi le ciblage ethnique. Pourquoi? Pour nous, à Tep-Tep-Lago, nous estimons que c'est une volonté délibérée de la part des responsables, et au centre des responsables, c'est l'État malien, d'éliminer les Peuls de leur zone d'habitation. C'est un génocide. Et nous l'avons dit fermement et clairement devant tout le monde. Parce que c'est un génocide. Mais vous vous rendez compte comment l'armée peut-elle venir? Parce que l'armée avait commencé à tirer avec l'appui de l'armée française. Déjà le 19 mai 2008, il y avait des exactions contre les Peuls. Et il y avait les FAMA et l'armée française. Alors, ces exactions contre les Peuls, les emprisonnements, les tortures, la levée en masse de jeunes Peuls qu'on emprisonne à Bamako, parfois pour les laisser après. Pourquoi ce ciblage? Est-ce à dire que tous les Peuls sont des djihadistes ou bien c'est une volonté? Pourtant, les Dogons eux-mêmes disent que rien que sur l'année 2018, ils ont été victimes de 124 attaques qui ont tué à peu près une soixantaine de personnes. Bien sûr. Sans compter les dégâts matériels et tout ça. Même les Bambara ont été victimes de... La crise malienne est multiforme. Oui, mais justement, c'est-à-dire que ce que je ne comprends pas dans votre argumentaire, c'est quand vous dites la crise malienne, elle est multiforme et tout ça, on a compris, mais même si on peut détailler quelles sont les formes de cette crise-là. Et en même temps, vous accusez le gouvernement malien d'être complice d'un génocide contre les Peuls. C'est quand même un peu fort. C'est très grave. Oui, justement. Mais c'est quand quelqu'un, et on n'exclut même pas la France, quand quelqu'un dit que cette ethnie est djihadiste, on n'a pas dit que les Dogons sont des djihadistes. Oui, mais est-ce que c'est une position affirmée d'un gouvernement, qu'il soit français ou malien? Mais en tout cas, nous c'est pas parce qu'on a entendu quelque chose dans une chaîne ou quelqu'un commettre peut-être une maladresse de langage ou enfin des fautes d'expression, ça nous arrive peut-être tous. Mais je veux dire, c'est quand même difficile de démontrer aujourd'hui que l'État malien et l'État français sont complices d'un génocide contre les Peuls. Oui, d'accord, non. Peut-être complices d'un génocide, c'est trop dire. Oui. Mais ce qu'on constate, c'est un génocide, puisqu'il n'y a aucun Peul qui est épargné. Pourquoi ils ne vont pas aller lutter contre les djihadistes Peuls ou les gens de Mamadou Koufa? Ils ont dit qu'ils ont tué Amadou Koufa. Amadou Koufa, ces gens sont encore ici au Mali, armés. Pourquoi ils ne vont pas aller les combattre? Pourquoi, à votre avis, va-t-on à 4 h du matin dans un village sans tuer tout le monde, y compris des jeunes qui étaient dans les milices qui sont revenus pour le DDR, pour le processus DDR. Tuer tout le monde, femmes et enfants. Et c'est un exemple parmi 1000. Tuer tous ces gens-là de 4 h à 9 h du matin, alors que l'armée est à côté, on les appelle, ils viennent 9 h après. Et ça, c'est suite à une attaque du camp de l'armée où on a tué plus de 25 soldats maliens. Oui, mais l'armée malienne elle-même est les victimes des groupes armés. Oui. Chaque semaine, vous entendez que des soldats sont morts dans des conditions, soit dans des situations de combat ou en tout cas victimes d'attaques. Mais c'est-à-dire la situation au Mali fait que, évidemment, avec la taille du territoire et la géographie, le déploiement des forces, ou en tout cas les forces de secours ou d'intervention, ne se fait pas du tic au tac. Oui, mais non, attendez. C'est aussi des circonstances dont il faut tenir compte. Bien sûr. Nous, on veut que la paix arrive au Mali, revienne au Mali pour tout le monde. Oui. Mais écoutez-moi bien. Si l'armée malienne a été attaquée dans son camp, qui l'a attaqué? Pourquoi on ne l'a pas identifié? Est-ce que c'est les Peuls? Quand les gens ont été tués à Yirgou, c'était le 1er janvier 2019, on a dit qu'on a tué, au Burkina Faso, au nord, vers la frontière malienne. On a dit que hier, le 31 décembre, 6 à 7 personnes, je crois, ont été tuées dans un village, Yirgou, dont un chef de village. Le lendemain, on va attaquer des Peuls. 47 morts et plus. Qu'est-ce qui a prouvé, puisqu'on est dans la casuistique, qu'est-ce qui a prouvé que c'était les Peuls qui les ont tués?
Si l'armée malienne a été attaquée récemment dans son camp, il y a eu 21 morts ou plus. Oui. Qu'est-ce qui a dit que c'est les peuples du village de Oroso qui les ont attaqués? Pourquoi ils ne sont pas allés lutter contre les djihadistes armés, qu'ils soient Peul ou Touareg ou autres, qui ont des armes? C'est là que je veux que vous me compreniez. On n'a pas le droit d'aller attaquer des populations civiles non armées parce que seulement elles sont d'une certaine ethnie. C'est inadmissible. Demandez au gouvernement malien de justifier ça. Bon, une enquête est en cours. Est-ce que vous pensez que l'enquête permettra... Est-ce que vous croyez à cette enquête déjà annoncée? Et l'ONU a déjà envoyé 13 enquêteurs. On ne peut qu'y croire. Quand l'ONU prend une initiative, c'est pas la première fois d'ailleurs, parce que l'ONU avait déjà envoyé beaucoup de missions là-bas, vous savez bien. Oui. Mon ami et frère Alioune Tine va toujours là-bas. C'est un expert maintenant. Après avoir dirigé la radio, il est toujours au Mali. Nous savons que beaucoup de choses se passent là-bas en termes d'enquête. Il y a des rapports. Même la Commission africaine des droits de l'homme a fait un communiqué au mois de juillet dernier sur cette question. Mais là aussi, il y a un paradoxe. Oui. On n'entend jamais l'Union africaine et la CEDEAO. Pourquoi? Ça aussi, on se pose la question, nous. Nous, on n'a pas de décision à prendre, mais on se pose des questions légitimes. Pourquoi l'Union africaine, qui a une commission pour la paix, ne se prononce pas sur la situation au Mali? Je ne dis même pas la situation au Mali. Elle se prononce sur la situation, peut-être pas sur le cas spécifique des... Mais quand? Elle s'est prononcée quand? Vous avez une date où elle s'est prononcée? Tout le monde en a parlé, sauf l'Union africaine et la CEDEAO. Et comment vous expliquez ça? Non, je vous pose la question, moi. Et je pose la question aussi à l'Union africaine. Parce que nous, quand on disait qu'il faut faire un dossier au niveau de la CPI, parce que ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une commission d'enquête de l'Union africaine ou de la CEDEAO. Il faut que les Africains travaillent par eux-mêmes, dans leur dignité et leur souveraineté, qu'ils aillent voir ce qui se passe pour jouer un rôle. S'il faut activer les mécanismes traditionnels de gestion des conflits, faire la paix, les Peuls et les Dogons, à chaque fois qu'il y a des tueries, même sans tueries, à chaque fois on a les informations au Mali, comme quoi il y a des villages qui s'entendent, qui discutent entre eux. Mais ceux qui tuent les Peuls, ce n'est pas seulement les Dogons. Ça, nous le savons. Et on se pose la question de savoir pourquoi on cible, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas retenu ça, pourquoi on cible les Peuls en tant qu'ethnie. C'est ça qu'on veut rejeter, nous. Nous tous, on se pose la question. Peut-être que l'enquête pourra permettre de répondre à cette question. Nous avons demandé qu'il y ait une enquête spéciale ou indépendante, mais qu'elle émane de l'Union africaine, ça aurait été mieux, ou de la CEDEAO, à défaut qu'elle émane de n'importe où. Et on a même préparé un dossier, je l'ai dit dans la conférence de presse qu'on a tenue au centre de Bob le 10 juillet dernier, qu'on va préparer un dossier, on va ficeler un dossier au niveau de la CPI pour qu'on identifie les coupables et qu'on les traduise en justice. C'est ce que la procureure générale de la CPI a dit. On s'en félicite. Sous l'égide des autorités maliennes, parce que bon, ça m'étonnerait que l'ONU et la CPI puissent mener des enquêtes sans la collaboration des autorités maliennes. Ça c'est sûr, mais ça c'est notre volonté. On a le droit de le demander. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est des enquêtes qui ne vont pas être bouclées en 72 heures. Non, les enquêtes, elles se mènent de leur côté. Oui. Nous menons des actions de notre côté. Et on se félicite de ce que la CEPI soit autosaisie. On l'a appris depuis hier. C'est-à-dire que la tuerie de Ogosago, au vu du nombre, a créé un émoi au niveau international. Et comme on dit en français, à quel chose malheur est bon. Alors que ces peuples sont tués régulièrement et quotidiennement depuis bientôt 5 ans, il a fallu que ce grand nombre soit tué d'un seul coup pour que tout le monde pousse des cris d'orfraie. Nous estimons d'ailleurs que c'est hypocrite. Mais mieux vaut tard que jamais. Maintenant, si la commission, la CPI s'est autosaisie, on s'en félicite. On espère que ça va aboutir à quelque chose. Si le président Ibeka est allé rendre visite aux victimes, et c'est la deuxième fois d'ailleurs qu'il a dissous Dana Amasogo, qui a pris des mesures contre l'armée, tout ça, il faut s'en féliciter. C'est un premier pas qui nous semble d'une importance capitale. Mais pour nous autres, Capitaine Plago, ce que nous pensons pouvoir faire, par exemple ici au Sénégal, c'est de mettre en synergie les organisations de défense des droits de l'homme. Parce que ce n'est pas une question ethnique, c'est une crise africaine. Nous sommes malheureux pour le Mali. Donc,
On ne doit pas dire seulement qu'il faut faire tout pour protéger les peuples. Tout le monde meurt. Les Palestiniens meurent. On tue des gens à gauche à droite. Même là-bas, dans le centre du Mali, tout le monde meurt. Parce que rien que l'année dernière, on est à 202 morts l'année dernière, toute communauté confondue. C'est pourquoi on a dit maintenant, on va globaliser. On va faire une démarche holistique. Oui. Rassembler, ici au niveau du Sénégal d'abord, toutes les organisations de défense des droits de l'homme, y compris l'ARADO, Afrikajom, de TIN, avec nos parents de la société civile, comment ça s'appelle, Mignan Diouf, oui. et tout le monde, plus maintenant, plus certains ONG qui veulent bien, pour qu'on se mette autour d'une table, qu'on cherche des stratégies d'intervention ou en tout cas de plaidoyer pour sauver le Mali. Et dans le cadre du Sahel, parce qu'il n'y a pas que le Mali, monsieur Kane. Oui. Il y a le Mali. Il y a le Burkina à côté aussi qui est... Niger. Mais c'est extrême. Oui. C'est l'effervescence. Imaginez-vous que, n'en pouvant plus, que Dieu nous en protège, les gens aillent en guerre civile. Ce sera interminable. Parce que tous les peuples risquent de s'impliquer là-dedans. Or, les peuples sont très étendus en Afrique. Depuis ici au Sénégal, jusqu'au Soudan, jusqu'en Érythrée, il y a des peuples. Ils sont estimés au bas mot à 65 millions. Il est vrai que tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Mais nous craignons que ce qui se passe au Mali, si la communauté internationale a commencé par nous, les Africains, l'Union africaine et la CEDEAO, s'ils ne prennent garde, que ça va ruiner l'Afrique. Oui. Or, l'Afrique a d'autres combats. Oui. Vous le savez mieux que moi. Oui. Alors, aujourd'hui, si vous deviez rencontrer le président Ibeka, qu'est-ce que vous lui diriez? On lui dirait, Monsieur le Président de la République, merci pour les premiers actes qui ont été posés. Deuxièmement, nous estimons que ce n'est pas suffisant. Il faut démanteler les camps. Les camps des milices. Oui. Troisièmement, il faut une commission d'enquête pour identifier et traduire en justice les coupables. Quatrièmement, il faut renforcer l'armée malienne en tant que seule force légitime pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Et revenir maintenant, fort de tout ça, en appelant la MINUSMA, les forces Barkhane, G5 Sahel et tout ça, pour les aider à sécuriser les zones, remettre les écoles, réouvrir les écoles, mettre les centres de santé, remettre les structures sociales dont bénéficie tout le monde. Et que l'on ne dise plus que tous les peuples sont des terroristes. Mais si vous doutez bien que le Mali n'est pas en mesure de faire tout cela. Mais il faut essayer. C'est calme. Mais si le Mali ne peut pas le faire... Justement, parce que si je prends l'exemple du G5, parce que si le Mali était en possibilité de maintenir l'ordre un peu partout dans le pays, peut-être qu'on n'en serait pas là. Mais si je prends l'exemple du G5, le G5, depuis sa création, avait plus mis l'accent sur le volet sécuritaire, sur le volet militaire. Donc il y a quelques mois, depuis le sommet de Nouakchott, il y a un changement de stratégie qui vise aussi à travailler sur le développement, les questions socio-économiques. Tout à fait. Mais le problème du G5, c'est qu'il n'y a pas d'argent. L'argent est promis, mais il n'arrive pas. Donc, sur tout ce que vous citez, que ce soit MINUSMA, que ce soit G5 Sahel, on ne voit pas trop comment les choses vont se stabiliser dans les mois à venir sans moyens et avec un État qui est quand même défaillant et qui est constaté. Tout le monde le sait. C'est constaté. Non, c'est-à-dire ce que nous disons ici, c'est ce qu'il y a à faire. Maintenant, est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas possible? Quels sont les moyens qu'il faut mettre en œuvre? Ça, c'est autre chose. Oui. Mais nous savons qu'il y a un minimum. Le minimum, c'est qu'on démantèle les camps des milices d'Anna Anna Amassagou. Parce que c'est des milices, c'est des camps connus du gouvernement malien. Et renforcer l'armée malienne. Ça, c'est important. En tout cas, dans la zone pour éviter... Parce que si l'armée est républicaine, l'armée malienne, mais si elle n'a pas les moyens, on ne peut pas parler du MINUSMA. Aujourd'hui, il y a tellement de forces militaires. Parce qu'il y avait un plan de démobilisation, désarmement et réinsertion qui n'a pas fonctionné parce que les groupes armés ne se sont pas rendus, n'ont pas joué le jeu. Attention, les jeunes, il y a eu des jeunes qui étaient prêts à intégrer le DDR au niveau de Ogosago. Oui, mais ils étaient prêts, mais ils ne l'ont pas fait.
Et le chef de Dana Amasegou s'en est plaint lui-même d'ailleurs, que les groupes armés ne soient pas impliqués. Il avait lancé un appel aux jeunes de se rendre justement à cette initiative de mais il a trop tôt de parler comme ça. Lui aussi, à chaque fois qu'il a signé des accords, moi je les ai communiqués dans mon ordinateur, il a fait des reculades et il s'est mis à attaquer. Donc ça ne tient pas à la route. Ça ne tient pas à la route. Parce que quand on fait quelque chose de façon consensuelle, il faut que chacun y mette du sien. Parce qu'aucun groupe de milices n'est structuré, renforcé et reconnu comme dans Amasago. Vous le savez bien. Il ne parle pas aux autres groupes djihadistes pour leur dire venez déposer les armes. Et l'armée malienne, malheureusement, n'a pas les moyens. C'est pourquoi j'ai dit, si on devait, vous m'avez posé la question, si vous avez rencontré Ibeka, Ibeka c'est le président du Mali, et le Mali et le Sénégal sont des pays frères. On lui aurait dit que nous, on est prêts à nous impliquer, non pas à aller là-bas sur le terrain ou faire les diplomates, mais à aider à ce que la paix revienne au Mali. Et c'est pour tous les Maliens. Mais pour cela, ce que j'ai dit là, c'est un minimum. Démanteler les camps. Supprimer l'organisation Dana Amasegou, mais vous comprenez bien que Dana Amasegou ne voudra déposer des armes qu'en sachant qu'on n'attaque plus les Dogos. Certains djihadistes aussi, je ne les connais pas, mais penseront que pour qu'on dépose les armes, il faut que tout le monde soit là. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si on démantèle tout ça et qu'on essaie d'aider l'armée malienne, parce que ce qu'on a comme force militaire, même s'ils n'ont pas de moyens, même si le G5 Sahel n'a pas de moyens, mais il y a tellement de forces militaires au Mali. Oui. Il y a la MINUSMA, il y a les FAMA, les forces armées maliennes, il y a le Barkhane. Mais c'est pour ça que je vous disais, la réponse ne peut pas être que militaire. Non, la réponse militaire, c'est pour la sécurisation. La sécurisation des différents... Oui, politique. Oui. Elle est économique et politique. Parce que j'ai dit, il faut réouvrir les écoles. Il faut faire des dispensaires, les centres de santé et tout ça. Il faut l'économie. Il faut que les gens puissent... Parce que même nos parents Dogon, là, parce que ce sont nos cousins, mais ils ont la peine à descendre de leur haut plateau pour cultiver le champ. Il y a tout un ensemble de problèmes. Alors, qui demande la sécurisation de la zone, mais ça ne peut pas se faire sans que ce soit sous l'égide de l'État malien. Est-ce que pour que la paix revienne, il faut que justice soit rendue, notamment au peuple et à tout le monde, à toute personne qui a été... Nous pensons que c'est nécessaire. Parce que l'impunité ne ferait que favoriser des cas similaires en Afrique. Or, tout le Sahel est en effervescence. Il y a le Burkina à côté, il y a le Niger à côté, on va pas aller dans les détails, il y a la Mauritanie, il y a la Guinée-Conakry, il y a plein de choses. Si l'impunité est appliquée au Mali, alors bonjour les dégâts. Donc il faut que justice soit faite. Il faut que justice soit rendue, clairement, qu'on identifie les coupables et qu'on les traduise en justice. Maintenant, le processus peut être long, mais il faudrait que l'État malien et ses collaborateurs, parce que toutes les forces militaires qui sont sur le terrain sont des collaborateurs officiels de l'État malien, et c'est normal, parce qu'on veut aider le Mali. Mais moi, je voudrais, avec vous, nous poser la question, quel est le rôle maintenant de l'Union africaine et de la CEDEAO? Parce que eux aussi, moi je leur reproche rien, mais je m'étonne. Pourquoi, nous à Tabital, on s'étonne, on dit, mais pourquoi les Africains, nous les Africains, on ne peut pas prendre des initiatives? Nous, on a vu ici des problèmes évidemment moindres sur notre registre. Il y a eu des problèmes ici au niveau de la Gambie. La CEDEAO a joué un bon rôle. On s'en félicite vraiment. Et on en félicite notre président de la République qui a aussi joué un rôle. Et notre président de la République a joué aussi un rôle au Burkina à un certain moment. Vous voyez? Mais jusqu'à présent, la CEDEAO ne dit rien. Mais pourquoi vous n'avez pas contacté l'Union africaine? Vous êtes vous-même président d'une commission scientifique à l'Union africaine. On va y arriver. Nous ne savons pas. Nous ne pouvons pas savoir ce qui est dans la tête des chefs d'État. Un chef d'État, mon frère Djiboka me disait toujours, il ne faut jamais chercher à savoir ce qui est dans la tête d'un chef d'État. Et il a raison, il avait raison. Nous ne savons pas ce qui est dans la tête des chefs d'État africains, depuis Kagame, qui vient de passer la main, et les autres. Depuis ce temps, il y avait la crise malienne, mais c'est eux qu'on a entendu les moins, les chefs d'État africains. Maintenant, pourquoi nous, on ne peut pas saisir, pourquoi on n'a pas saisi l'Union africaine? Non, nous aussi, nos bras ne sont pas suffisamment longs, parce que, souvenez-vous, que Tabital n'est qu'une association culturelle
d'appui au développement. Nous, on fait des livres, on alphabétise, on fait des formations modulaires sur la gestion des conflits, on fait des formations sur l'élevage, sur l'agropastoralisme, extra. Nous parlons de la crise malienne parce que nous sommes des Africains et nous sommes aussi des Peuls. Et nous pensons que la stigmatisation ethnique n'est pas la bonne voie pour la paix en Afrique. Et comme notre communauté, je préfère parler de communauté, est concernée, nous ne pouvons pas nous taire sur la question. Mais nous sommes certainement les moins outillés pour faire quelque chose au niveau de l'Union africaine. Par contre, nous le faisons à notre niveau. Mais en attendant que justice soit rendue et que le calme revienne, on est dans une période quand même délicate où il peut y avoir des ressentiments ou même des sentiments des velléités de vengeance. Que dites-vous à la communauté Peul? Nous, on dit à la communauté Peul, j'ai fait même une audio récemment pour les Peuls du Sénégal, et évidemment c'est traduit, ça va être diffusé sur WhatsApp. Mais j'ai dit que la question est une question de droit de l'homme, ce n'est pas une question ethnique, c'est une question africaine. Et que nous devons réagir comme Africains. Parce que j'ai même fait une image, j'ai dit si la case de ton voisin brûle, il ne faut pas négliger de l'aider. Parce qu'une étincelle peut tomber sur ta case. Et j'ai dit en pulaar, bonne filtat, c'est-à-dire que le malheur peut réjaillir sur n'importe où. C'est ce que je viens de dire en français. C'est toute la zone Sahel. C'est pourquoi hier, quand on a tenu cette réunion dont je vous ai parlé, il y avait tout le monde. Ce n'était pas que des Peuls. Nous, on était minoritaires. Il y avait Madé qui était le président du peuple de Plague. On a dit, ce qu'on fait, c'est un grand mouvement. Mais africain, au Sénégal, avec les ONG, avec les organisations de défense des droits de l'homme. C'est ce que nous disons à nos populations. Ne pensez pas que c'est une question ethnique, Peul, Dogon. Non. Vous savez, les Peuls et les Dogons au Mali, c'est comme les Peuls et les Sérères ici. Oui. Jamais on ne pourra mettre les Peuls contre les Sérères ici, même s'ils se battent tout le temps dans les champs autour des trucs, ça c'est rien du tout. Nous ne nous battrons jamais aussi avec les Bambara. Parce que les Bambara sont nos amis, nous vivons depuis toujours et on vivra toujours ensemble. Donc il ne faut pas, c'est ce que notre discours c'est, il ne faut pas ethniciser cette crise. Mais il faut dénoncer aussi qu'on stigmatise l'ethnie Peul comme étant, il ne faut pas la stampiller ethnie ou communauté terroriste. Nous, le danger justement, c'était d'éviter que des Peuls se mettent à partir en chasse contre les Dogons. Alors c'est en fait ça le problème, parce que tout le monde a vite fait de dire que c'est les Dogons, il y a un génocide, etc. Non, c'est pas ça. Voilà, donc, en réalité, on leur a dit que c'est pas les Dogons. Il n'y a pas que les Dogons, il y a tout le monde. Les Dogons, si vous entendez d'ailleurs Youssouf Toloba, lui, il a une logique. Il dit que non, mais nous ils sont pas nombreux. C'est la deuxième ou la troisième population au Mali. Mais il dit que nous avons le droit de défendre notre population. Parce que les Dogons, la plupart sont des chrétiens, d'autres sont des animistes. S'il y a des djihadistes qui veulent aller les attaquer pour en faire des musulmans ou bien pour les détruire parce que ce ne sont pas des musulmans, mais les Dogons ont raison de se défendre. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous disons, il ne faut pas ethniser. Nous, on ne parle jamais de Dogons. Nous parlons de Dan Amasaougou, la milice. La milice, oui. Les Dogons sont nos parents. Vous savez, moi, je suis presque un Malien, je suis tué à Sévaré, je suis au Massina, je suis président d'honneur d'une ONG là-bas, extra. Et je travaille dans la formation extra au niveau du Mali, extra. Donc le Mali, c'est un pays que j'aime bien, mais ça, je ne parle pas au niveau individuel. Je parle dans le sens de notre émission. La question que vous m'avez posée, elle est très pertinente. Quel est votre langage et votre discours, votre message vis-à-vis de la communauté Peul? On leur dit que ce n'est pas une question éthique, c'est une question de droit de l'homme. Et que c'est une question qui concerne toute l'Afrique, à commencer par la zone sahélienne. Parce qu'aujourd'hui, nous avons dit dans les audios, nous avons vu dans les conférences de presse, les points de presse que nous organisons, nous disons, en réalité, la situation du Mali devrait concerner toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Parce que depuis le Maghreb jusqu'au Cap, tout le monde est concerné par tous ces problèmes récurrents. Vous vous souvenez que même vous savez bien qu'en RCA, il y a des problèmes. En République centrafricaine. Oui, en République centrafricaine. Oui. Là-bas aussi, on avait commencé par tuer des Peuls en les accusant d'être musulmans. Il y avait les forces anti-Balaka, il y avait les Séléka là-bas, puis il y a eu beaucoup de changements. Actuellement, il y a des choses qui concernent les intérêts géopolitiques mondiaux qui nous dépassent parfois. Mais nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Nous connaissons les intérêts qui s'affrontent là-bas. Actuellement, les Français, les Russes, le pétrole, bon, on ne va pas aller dans ces trucs-là. Mais il n'y a rien que nous ne savons pas. Oui. Mais ce sont des puissances
d'une force telle que nous sommes presque des fétus de paille par rapport à leur force. Mais nous leur disons, sans les désigner directement, que nous savons les raisons pour lesquelles ils font tout ça. Très bien. Et que ça ne peut pas prospérer. Très bien. Parce que sais-tu que on ne peut pas tuer tous les peuples de la planète? Oui, c'est évident. C'est pas évident, hein? Oui. Parce qu'il y aura beaucoup de sang et beaucoup de morts. On s'en doute un peu. Oui. Donc, c'est pourquoi je mettais un tout petit peu en doute cette idée qu'il y a un génocide qui est planifié et mis en œuvre, parce qu'il n'y a pas d'élément tangible qui permet d'arriver à cette conclusion. Et surtout de la part de qui? Si, mais la façon de tuer, c'est un génocide. Parce que si tu vas attaquer un village... Mais professeur, tuer, c'est tuer. Il y a la façon, c'est pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par façon de tuer? Quand on lutte contre le djihadisme, oui, on va lutter contre les djihadistes que l'on connaît, que l'on voit tous les jours. Oui. Pourquoi on ne va pas là-bas? Pourquoi on tue les gens qui sont dans des hameaux tranquillement, qui ne sont pas armés et qui ne sont pas des djihadistes? C'est ça que nous disons. Et je réaffirme fermement, c'est un génocide planifié. Jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Donc, avant de finir cette émission, j'avais on va parler de tout à fait autre chose concernant le Sénégal. C'est l'Académie des langues nationales, dont vous êtes le président. Alors, j'ai été surpris quand vous m'avez, dans votre bio, quand vous dites que vous êtes le président de cette académie, alors que tout le monde pensait que l'académie n'existait pas. Même l'Assemblée nationale, en décembre 2018, je pense, vers la fin de l'année, lors du vote des budgets, il a été question de mettre en place une académie des langues nationales. Qu'en est-il exactement? Voilà, l'Académie sénégalaise des langues nationales a été mise pourtant sur pied sous le président Abdoulaye Wade. Depuis, le processus a commencé en 2004, sur instruction du chef de l'État de l'époque, qui est Abdoulaye Wade, qui a donné instruction à la DAEB de l'époque, la direction de l'alphabétisation et de l'éducation de base, pour contacter tous les linguistes, tous les langagiers, pour mettre en place une académie sénégalaise de langue. Entre-temps, on avait mis en place une académie africaine des langues. Laquelle académie africaine des langues, qui est une institution scientifique de l'Union africaine, a demandé à chaque pays mettre une branche locale, qui est le répondant local. Oui. On a même pensé que c'est dans ce cadre que le président Wade a eu cette idée-là. Il se trouve qu'aussi, après les États généraux, on avait demandé qu'il y ait un institut des langues nationales ou une académie des langues nationales. Donc c'est une revendication qui est ancienne. Quand le président l'a mis sur pied, il était question qu'elle soit officiellement installée, comme les cours et tribunaux, qu'elle soit équipée avec un cabinet fait de maîtres qui ne sont plus créés en main ou je ne sais pas trop quoi, un cabinet fonctionnel. Même le ministre Mbagnick Ndiaye a été pressenti pour être le secrétaire exécutif, le secrétaire de ce cabinet-là. Quand on l'a installé en juillet 2017, le premier secrétaire perpétuel, le professeur Wael Koli Faye, que Dieu est son âme, on a fait 3, 4, 6 mois, il est décédé. Et on l'a remplacé par quelqu'un de la section sérère, parce qu'il y avait des sections. Maintenant, l'académie, jusqu'à présent, n'est pas installée. Et une fois, à l'Assemblée nationale, sous le ministre Mambrem Diouf, pour voter le budget, on lui a posé des questions sur l'académie. Nous, on était là. Mais il y a une personnalité de l'État qui a dit que l'académie, c'est moi qui ai dit au chef de la bloquer parce qu'elle n'a pas pris la bonne voie. Parce que telle langue a été lésée. Moi, en tant que président élu, j'ai eu à répondre sur cette question-là. Et depuis ce temps, on a dégagé une subvention annuelle de 10 millions. On avait ouvert un compte et on avait notre budget. On se débrouillait avec ces 10 millions. On a fait une étude, un séminaire de planification de nos activités en 2010. Et on a dit au Centre Bob que le budget de l'académie sur les 3 ans se mesurait à plus de 300 millions. On ne les a jamais eus. Bon, donc l'académie existe de façon formelle, mais elle ne fonctionne pas. Elle n'est pas encore installée officiellement. Elle n'a pas de cabinet. Donc elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas. Elle n'a même pas de siège. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que l'académie existe. Oui, oui. Il y a beaucoup de gens qui savent qu'elle existe et qui connaissent ces problèmes. Parce que même sous Touré, le secrétaire d'État, il nous a écrit une lettre officielle à l'époque auquel on a répondu. Il voulait travailler avec l'académie. On lui a dit, monsieur le ministre, si vous voulez travailler avec l'académie, il faut la remettre sur les rails. C'est Youssou Touré. Youssou Touré, oui. Entre-temps, tu sais ce qui s'est suivi avec le secrétaire d'État. On n'en parle plus. Actuellement, les membres de l'académie travaillent un temps soit peu dans la section de langue et les autres travaillent à titre individuel, quoi.
Par exemple, moi, je vais parfois dans des activités de la DALN, Direction de la fabrique de langue nationale, ou bien des activités du Centre national de ressources éducationnelles ailleurs, en tant que président de l'académie. Parfois, on nous soumet des activités comme juger dans la validité des livres. On l'a déjà fait plusieurs fois, et d'autres activités, mais elles sont tellement minimes par rapport à ce qu'on aurait dû faire. Justement, parce que tout le monde attend de vous, par exemple, qu'on introduise les langues nationales dans les cursus scolaires, universitaires. Ouais, enfin, à l'université, ça existe déjà un peu, mais... Non, à l'université, ça, c'est pas les langues nationales à l'école. Dans la scolarisation, c'est de la linguistique sur les langues nationales. Oui. À la faculté de lettres. C'est ça. C'est-à-dire, on donne des cours de linguistique à des étudiants. Moi, je suis diplômé de la faculté de lettres, donc on avait des cours de Wolof, de Sérère. J'ai enseigné ça, moi aussi, à un certain moment. Mais ça, c'est pas consistant. Maintenant, l'État sénégalais, à travers le ministère de l'Éducation nationale, est entré dans une phase de scolarisation en bilingue, appuyée sur les langues nationales. Mais, jusqu'à présent, depuis des années et des années, depuis 1977, c'est des phases de mise à l'essai, d'essais, de tests. Actuellement, il y a 3 studios ou 4 qui font ça. Et ce n'est pas encore mis à l'échelle. Il y a l'Atlas qui avait commencé, l'Association pour la défense de la langue Safi. Il y a Émile, enseignement multilingue dans le Sine, avec le Sérère. Il y a Elan, maintenant, l'école des langues africaines, sous l'égide de l'OIF. Il y a ARED, qui est la seule qui a fait d'ailleurs son cursus jusqu'au CM2, et ses élèves sont parmi les meilleurs. Ils sont actuellement en cours d'évaluation. Et donc, si l'État sénégalais veut que l'Académie joue son rôle, il faut que l'État aussi aide l'Académie à jouer son rôle. Nous avons été déposer le document au niveau de la présidente de la République, nous les avons déposés au niveau du ministère, mais sans suite. Mais tout devrait commencer par l'Académie, qui est quand même l'autorité suprême quand on parle de... Vous venez de me dire ici que le G5 ne peut pas travailler parce qu'ils n'ont pas les moyens. L'Académie, si elle n'a pas les moyens, elle ne peut pas travailler. Si l'État ne l'installe pas officiellement, qu'on en fasse une Académie d'État du Sénégal, autant la supprimer. Il faut qu'on soit sérieux. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, merci. C'était une petite digression dans cette valise diplomatique généralement consacrée au décryptage de l'actualité internationale. Je rappelle que notre invité, c'était le professeur Fary Silate-Ka, linguiste, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui a dirigé le laboratoire de linguistique de l'IFAN. Il est aussi président de l'Académie sénégalaise des langues nationales, dont on vient de parler à l'instant, et président de la commission Fulfulde, donc à l'Académie africaine des langues, une institution scientifique spécialisée de l'Union africaine. Le professeur Fary Silate-Ka est également président de l'association Tabital Poulakou Sénégal et vice-président de Tabital Poulakou International. Avec lui, nous avons parlé de la situation au Mali suite à la tragédie qui a conduit à la mort de 160 personnes, 160 Peuls plutôt, dans la zone de Mopti, dans le centre du Mali. Merci professeur d'avoir pris part à cette émission. Merci à vous. Merci beaucoup. Et non, l'émission est terminée. Merci à vous d'avoir suivi. À la technique Issa Seck, au micro Bokar Alpha Kane. À très vite pour un autre numéro de la valise diplomatique.